Bonjour, on poursuit le chapitre sur les rayonnements et on va étudier la biophysique des radiations. On commence par les grandeurs dosimétriques. Les grandeurs dosimétriques permettent de caractériser de façon quantitative le rayonnement en un point, c'est-à-dire on va quantifier le rayonnement quand il traverse un élément de volume ou bien une masse et donc quand il passe par un point. La dosimétrie, c'est la mesure directe de la dose absorbée par la matière irradiée. Donc, mesurer la dose absorbée, ça revient à mesurer l'énergie reçue par unité de masse suite à l'exposition à des rayonnements ionisants. Lorsque les photons sont de faible énergie, la dosimétrie devient difficile à réaliser. On va donner des définitions. On commence par le faisceau en un point qu'on va caractériser par le nombre de particules, que ce soit des particules matérielles ou bien des photons qui passent en un point. Définissons l'affluence en un point. D'abord, considérons cet élément de volume dV. Centré sur le point M, on procède à une coupe. On va couper cet élément de volume. Donc, le plan de coupe, il va passer par le point M et on obtient donc une section diamétrale. ds, c'est la surface de cette section diamétrale. L'affluence en un point, en ce point M, on la définit par phi CdN sur ds. dN, c'est en fait le nombre total des particules qui ont la même énergie E et qui traversent cette sphère élémentaire qui est centrée sur le point M. ds, c'est la surface de la section diamétrale de cette sphère élémentaire. Élémentaire, c'est-à-dire très petite. Voilà. Maintenant, l'affluence énergétique. L'affluence énergétique, elle se définit, le terme, on trouve énergie, ce sera donc dE sur ds. Tout à l'heure, fluence en un point, tout simplement, c'était dN sur ds, le nombre de particules qui traversent une sphère, et ds, c'est la section diamétrale de cette sphère. Maintenant, l'affluence énergétique, c'est dE sur ds. Et on a écrit E en gras. Pourquoi? Parce que dE, c'est l'énergie d'une particule multipliée par le nombre de particules. Donc, c'est l'énergie totale transportée par les dN particules qui traversent la sphère élémentaire. Donc, si nous avons donc 3 particules, ce sera dN, ce sera égal à 3, qui ont l'énergie, chacune a une énergie E, que ce soit une particule matérielle ou bien un photon. Et donc, l'unité de F, c'est en joules par mètre carré, puisque c'est une énergie sur une surface. On va définir le débit de fluence. Débit, on connaît le terme débit, comme on dit lorsqu'on ouvre le robinet d'eau, on dit que le débit de l'eau est faible, c'est-à-dire que nous avons la quantité d'eau que l'on reçoit pendant un certain temps, elle est faible. Donc ça revient par exemple volume sur temps. Donc dans le débit, il y a toujours la division par le temps. Phi et F se rapportent à la durée totale de l'irradiation. Il y a le temps ici, donc l'affluence grand F et phi, donc grand F et grand phi, pardon, c'est l'alphabet grec, donc il se rapporte au temps. Donc comment qu'on va définir donc le débit de fluence? Ce sera dφ sur dt, on divise par le temps, on obtient un débit, et le débit de fluence énergétique, ce sera df sur dt. Phi, c'est l'affluence, et f, c'est l'affluence énergétique. Et donc, et dφ sur dt et df sur dt, qui sont donc des débits de fluence, caractérisent le faisceau à un instant t. Voilà. Maintenant, la dose absorbée et sa mesure directe, parce qu'on peut faire aussi une mesure indirecte. Les rayonnements ionisants, qu'est-ce qu'ils font? Ils perdent de l'énergie lorsqu'ils sont absorbés dans la matière. C'est normal. Ils sont absorbés, donc ils vont perdre leur énergie. On va définir la dose absorbée, elle se mesure par l'énergie sur la masse. D epsilon, c'est la quantité d'énergie déposée dans le volume dV, dans l'élément de volume dV, qui est délimité par la sphère élémentaire. La sphère élémentaire, elle délimite un volume qui a une masse dm. Donc, dm, c'est la masse du volume dV. Et cette énergie-là, ce sera l'énergie absorbée par le volume. Et la dose, ce sera l'énergie absorbée par le volume divisée par la masse de cet élément de volume. Elle se mesure en gré. Le gré, c'est les joules par kilogramme. Un gré, c'est 1 joule par kilogramme. Elle se mesure aussi en radian. Sachant qu'un radian, c'est égal à 10 à la puissance moins 2 gré, c'est-à-dire 1 centigré. On définit le débit de dose. Comme on a défini le débit de fluence, le débit de dose, à un moment donné, c'est dd sur dt, c'est-à-dire, donc, ce sera en gré par minute. L'unité la plus utilisée, c'est degrés par minute, et parfois, on utilise degrés par heure.
La méthode de mesure directe, alors telle que par exemple par la calorimétrie. Il y a d'autres méthodes. Calorimétrie, on entend par là calorimètre, c'est-à-dire mesurer la chaleur, donc mesurer l'énergie. Ces méthodes-là ne sont pas d'emploi aisé pour les photons qui ont une énergie moyenne inférieure à quelques mégaélectronvolts et qui sont les plus utilisés en radiodiagnostic. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les méthodes indirectes. Ce sont des méthodes de mesure basées sur la relation entre la dose et la fluence. On commence donc les mesures indirectes. On va considérer les faisceaux de photons, pas les faisceaux de particules matérielles. On va travailler avec les faisceaux de photons. Alors, on va donner le kerma ou bien énergie transférée. Kerma, ça provient d'une phrase en anglais, kinetic energy released in material, c'est-à-dire l'énergie cinétique libérée dans une matière. K, c'est d epsilon K sur dm. Donc, c'est quoi d epsilon K? C'est en fait, donc d'abord K, c'est en gré, puisque c'est en joules par kilogramme, et d epsilon K, c'est l'énergie transférée sous forme d'énergie cinétique aux électrons de la matière de masse dm. Les photons arrivent avec une certaine énergie, ils interagissent avec la matière, ils perdent donc leur énergie. Cette énergie qui va l'avaler, qui va la prendre, ce seront les électrons de la matière qui vont se mettre alors à parcourir une certaine distance en déposant leur énergie dans le milieu. C'est-à-dire, considérons une petite sphère, par exemple élémentaire, il y a des électrons à l'intérieur, ils avalent une certaine énergie, donc ils sont animés, par conséquent ils seront animés par une énergie cinétique, donc ils auront une vitesse. Sauf que lorsque donc ce parcours peut cependant être plus grand que la dimension de l'élément de volume de masse dm, c'est-à-dire l'électron il a à l'intérieur de la sphère élémentaire, il a acquis une énergie de 4 joules, ça lui permet d'avoir une certaine vitesse. Admettons que cet élément de volume, son diamètre par exemple, il est de 4 microns, l'électron, et on va supposer le cas où l'électron qui a acquis 4 joules, il va donc être tellement précipité, tellement rapide qu'il va parcourir plus de 4 microns, c'est-à-dire il va sortir à l'extérieur de la sphère élémentaire. Quand il sort à l'extérieur de la sphère élémentaire, il ne va pas continuer à parcourir des distances de façon indéfinie, donc il va s'arrêter, il va faire une collision et perdre son énergie, et à ce moment-là, l'énergie qu'il va perdre, elle ne sera pas à l'intérieur de la sphère, elle sera à l'extérieur de la sphère. Alors, on va dire une partie seulement de d epsilon K, qui est l'énergie transférée, des électrons des photons quand ils arrivent, qu'ils transfèrent leur énergie, qui va devenir une énergie cinétique. Une partie seulement de cette énergie-là sera vraiment déposée dans dm et on va l'appeler d epsilon. C'est-à-dire le photon, donc l'électron, il a 4 joules. Au lieu de les déposer entièrement à l'intérieur, donc il y aura 4 ou 5 électrons, parmi ces 4 ou 5 électrons, il y aura 2 qui vont déposer leur énergie à l'intérieur et les 3 autres vont sortir. Donc à la fin, on va avoir une énergie absorbée inférieure à l'énergie transférée. L'énergie absorbée ou bien reçue, on va l'appeler d epsilon. Voilà, donc c'est ce qui se passe en général. L'énergie transférée n'est pas réellement absorbée, sauf dans le cas des photons qui ont une énergie inférieure à 3 mégaélectronvolts. Les photons qui arrivent de l'extérieur et qui donnent leur énergie aux électrons. Alors à ce moment-là, d epsilon, ce sera d epsilon K. Donc si l'énergie est inférieure à 3 mégaélectronvolts, les électrons de l'élément de la sphère, de cet élément de volume, quelle que soit donc la quantité d'énergie qui est inférieure à 3 mégaélectronvolts, 2 ou 2,5 ou bien 3, ils auront une vitesse qui ne va pas leur permettre de sortir à l'extérieur de la sphère. Ils vont déposer cette énergie-là à l'intérieur. Donc l'énergie des epsilon, donc que ramènent les photons, elle ne sera pas déposée directement dans la matière. Non, elle sera déposée, donc elle sera absorbée par les électrons qui, eux, vont ensuite la déposer dans la matière. Alors, si d epsilon égale à d epsilon K, ça veut dire que, puisque d epsilon, la dose D, c'est d epsilon sur dm, et le K, c'est d epsilon K sur dm, alors on aura D égale à K. D égale à K, ça correspond à ce qu'on appelle l'équilibre électronique. Quand on a D égale à K, ça veut dire qu'on est dans le cas de l'équilibre électronique. Maintenant, on va donner la relation entre kerma et fluence énergétique. On va considérer un faisceau de photons
unidirectionnel, c'est-à-dire ayant une seule énergie, et mono-énergétique. Donc tous les photons ont la même direction et la même énergie qui vont traverser une surface S ou bien un élément de surface ds. Alors à ce moment-là, on va écrire K, c'est mu A sur ρ par F. F, c'est l'affluence. Mu A sur ρ, c'est le coefficient d'absorption massique des photons d'énergie E égale à h nu dans le milieu considéré. Mu A tout seul, c'est le coefficient d'absorption. Lorsqu'on le divise par ρ, qui est la masse volumique, ça devient un coefficient d'absorption massique. On parlera maintenant de la relation entre le kerma et la dose. On considérera pour ceci le cas le plus simple, c'est le cas de l'équilibre électronique, c'est-à-dire D égale à K, autrement dit que les photons incidents ont une énergie inférieure ou égale à 3 mégaélectronvolts. Alors, de manière générale, lorsque nous avons deux milieux, 1 et 2, ayant chacun leur coefficient d'absorption massique, mu A sur ρ, ayant leur dose absorbée des 1 et des 2 respectivement, alors on va écrire la dose absorbée par le milieu 2, ce sera la dose absorbée par le milieu 1, multipliée par le rapport coefficient d'absorption massique de 2 sur coefficient d'absorption massique de 1. On va utiliser cette relation par la suite pour mesurer la dose absorbée dans un tissu en travaillant aussi par rapport à l'air, c'est-à-dire on va mesurer la dose absorbée dans un tissu de référence particulier qui est l'air. Et on va écrire, donc D2 ce sera des tissus, D1 ce sera DR, donc D de tissu ce sera DR par mu A sur ρ tissu sur mu A sur ρ R. Sachant que pour l'air, on a la dose absorbée dans l'air, c'est delta Q sur delta M par W bar sur E. W bar on l'a déjà défini, c'est l'énergie moyenne par ionisation et elle vaut 34 électronvolts pour l'air. Et donc à ce moment-là, je remplace delta Q par delta M W bar sur E dans la relation de D tissus égale à DR mu A sur ρ tissu sur mu A sur ρ R. Et on écrit la relation comme celle qui s'affiche devant nous. Et delta Q, c'est quoi? C'est la quantité de charge créée dans un élément de volume d'air, delta V, et delta M, c'est la masse de cet élément de volume d'air, delta V. Aussi, pour un même faisceau de photons, que ce soit ce faisceau-là qui traverse l'air ou bien le tissu, et on garde toujours la même fluence énergétique. La fluence d'un faisceau, quel que soit le milieu qu'elle traverse, ça reste la même. C'est-à-dire, puisqu'on sait que le kerma, c'est mu A sur ρ fois F, alors F, ce sera K sur mu A sur ρ. F, on peut la calculer avec le tissu ou bien avec l'air, c'est-à-dire KR sur mu A sur ρ R, sinon K tissu sur mu A sur ρ tissu. On utilise donc, on transforme cette relation pour obtenir K tissu sur KR, qui est le rapport du coefficient d'absorption massique du tissu sur celui de l'air, et on insère cette information-là dans la relation de D tissu en fonction de DR, et on obtient donc D tissu sur DR, c'est K tissu sur KR. L'exposition, alors cette notion-là, elle est exclusivement appliquée pour l'air. Dire que A est exposé à B, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obstacle entre A et B. Donc c'est pour cela qu'elle est exclusivement appliquée pour l'air. Et elle est utilisée pour exprimer le rapport delta Q sur delta M. Et s'écrit X égale à delta Q sur delta M. On a rencontré delta Q sur delta M dans la dose de l'air qui est égale à delta Q sur delta M par W bar sur E. L'unité de X, c'est coulomb par kilogramme. Aussi, il peut s'exprimer en Röntgen, sachant qu'un Röntgen, c'est 2,58 fois 10 à la puissance moins 4 coulomb par kilogramme. Revenons à la relation de la dose dans l'air, c'est delta Q sur delta M, W bar sur E. On remplace W bar sur E par X et on remplace plutôt delta Q sur M par X et on remplace W bar sur E par 34 électronvolts sur E, parce qu'on sait que W bar c'est 34 électronvolts. On simplifie E avec E et on obtient D dans l'air qui est en gré, c'est égal à 34 par X qui est en coulomb par kilogramme. On va jouer sur les unités en faisant une petite règle de 3. Un Röntgen c'est 2,58 fois 10 à la puissance moins 4 coulomb par kilogramme. On va essayer de trouver X, l'exposition en coulomb par kilogramme. Elle s'exprimera comment en fonction de X en Röntgen.
et on obtient X en coulomb par kilogramme, c'est X en Röntgen par 2,58 fois 10 à la puissance moins 4. On va prendre cette information-là, X en coulomb par kilogramme, en fonction du Röntgen, qu'on va remplacer dans le D de l'air qui est égal à 34X, c'est-à-dire 34 fois 2,58 fois 10 à la puissance moins 4. On fait le calcul, ça, on obtient D dans l'air, c'est 0,00877 l'exposition en Röntgen, et D dans l'air, ce sera en Gray. Aussi, on va utiliser le radian, sachant qu'un radian, c'est 10 à la puissance moins 2 Gray. On va exprimer la dose en Gray en fonction de la dose en radian par cette règle de 3. On obtient D en Gray, c'est D en radian par 10 à la puissance moins 2. On revient à la relation D en Gray, c'est 0,00877 l'exposition en Röntgen. On remplace D en Gray, c'est D en radian par 10 à la puissance moins 2. Puis on va tirer D en radian par un calcul tout simple, ce sera D en Gray par 10 à la puissance 2. En faisant le calcul, on aboutit à la dose de l'air lorsqu'elle est exprimée en radian. Ce sera 0,877 l'exposition qui sera exprimée en Röntgen. On rassemble tous les trois résultats qu'on vient d'obtenir pour la dose de l'air en fonction de l'exposition en une seule relation. D de l'air, c'est F multiplié par X, le coefficient F. Il vaut 34 lorsque la dose de l'air est exprimée en Gray et l'exposition en coulomb par kilogramme. Il vaut 0,00877 lorsque la dose est exprimée en Gray et l'exposition en Röntgen. Et il vaut 0,877 lorsque la dose est en radian et l'exposition est en Röntgen. L'exposition et la distance à la source. Donc sur le schéma, on voit un organisme, il y a une source de rayonnement qui sont séparées par une distance L. Alors lorsque la distance à la source, cette distance L, elle passe de L1 à L2, l'exposition à laquelle est soumis l'organisme passera de X1 à X2. Selon la loi, X1 par L1 carré, ce sera X2 par L2 carré. Alors on va travailler par rapport à une référence, on va prendre des distances unités, c'est-à-dire on va prendre L1, c'est égal à L0, c'est 1 mètre. À ce moment-là, X1, ce sera, on va l'appeler X0, puisqu'on a appelé L1 L0, on va appeler X1 X0. X2, on va l'appeler X, et donc X0, pardon, c'est l'exposition à la distance unité, et c'est l'exposition référence, parce qu'on travaille par rapport à 1 mètre, c'est une référence. Ça nous permet d'obtenir deux relations générales. Maintenant, L2, on va l'appeler une distance D, et X2, on va l'appeler X. On remplace donc L1 égale à L0, X1 égale à X0, L2 égale à 2, D et X2 égale à X dans la relation X1 L1 carré égale à X2 L2 carré, et on obtient donc à partir de ce remplacement, on va obtenir X, ce sera X0 sur D carré. Donc l'exposition, elle varie avec la distance par rapport à l'exposition référence par la relation X égale à X0 sur D au carré. On va parler de l'atténuation de l'exposition. En fait, l'exposition, elle diminue lorsque le rayonnement traverse un écran, comme on voit sur la figure, un écran d'épaisseur E, selon la loi d'atténuation X égale X0 exponentielle moins mu fois E. X0, c'est l'exposition à l'entrée de l'écran, X, c'est l'exposition à la sortie de l'écran, et mu, c'est le coefficient d'atténuation linéaire. Pour expliquer ça rapidement, nous savons que l'exposition, elle est inversement proportionnelle à la distance. X égale à X0 sur D carré, elle est exclusivement réservée à l'air. Maintenant, si on a un obstacle sur le cheminement du rayonnement jusqu'à l'organisme, on a une source, un écran, puis l'organisme. Alors, le rayonnement, il parvient jusqu'à l'écran. Donc, l'écran, il sera exposé. Il sera exposé à l'entrée de cet écran, on aura une exposition X0. Le rayonnement, il traverse l'écran, donc il sera diminué parce qu'une partie du rayonnement sera absorbée. À la sortie de l'écran, on aura un rayonnement dont l'énergie et le nombre de particules, tout ce qui constitue ce rayonnement-là, sera diminué. Donc à la sortie, si on a un organisme qui se trouve exactement à la sortie, cet organisme-là, il sera exposé avec X, et X, elle sera plus faible que X0, puisque le rayonnement aura été diminué à la traversée, durant la traversée, sa traversée de cette épaisseur E.
C'est pour cela que x sera égal à x0 par exponentielle moins mu fois e. Cette loi-là, c'est une loi d'atténuation. On peut la généraliser à toutes les grandeurs qui sont proportionnelles au nombre de particules, qui sont l'énergie, l'intensité du rayonnement, l'affluence, la dose, etc. On écrit donc E, ce sera E0 exponentielle moins mu x. X c'est l'épaisseur, généralement pour ne pas écrire E. I c'est I0 exponentielle moins mu x, F, D, etc. N aussi, N0 exponentielle moins mu x, le nombre de particules à la sortie de l'écran sera plus faible que celui de particules à l'entrée de l'écran. On généralise aussi la relation de x égale à x0 sur d carré à toutes les quantités qui sont proportionnelles au nombre de particules, c'est-à-dire on va écrire E c'est E0 sur d carré, I c'est I0 sur d carré, F, D et N, on écrit aussi la même chose. Maintenant, le radiodiagnostic, c'est diagnostiquer à l'aide de rayonnement. Donc c'est l'exploration en fait des structures anatomiques internes à l'aide d'un faisceau de rayons X qui va nous fournir une image lorsqu'il aura traversé un sujet ou bien un organisme à explorer. On va définir le contraste radiologique. Comme on voit sur la figure, nous avons un faisceau de rayons X incident. Il va traverser un organisme ou bien un sujet. On voit l'air, c'est en blanc. L'os, c'est juste représenté en jaune parce que c'est pas transparent. Un recueil à la sortie donc du sujet, un faisceau transmis qui va transporter avec lui une image radiante. Alors le faisceau émergent, c'est le faisceau transmis, porte une image radiante et cette image-là, elle va se transformer en image lumineuse par le détecteur. Donc pour continuer, nous avons donc un faisceau incident qui traverse le sujet. Il y aura un faisceau transmis, donc ce faisceau transmis émergent, c'est-à-dire ce qui va sortir du sujet, il va transporter avec lui une image radiante. Cette image radiante, elle va parvenir jusqu'au détecteur qui, lui, va nous donner une image lumineuse. Et cette image, comme on voit sur la figure, l'air, c'est transparent, et donc il sort en noir sur l'image, et l'os, il sort en blanc sur l'image lumineuse. Pour calculer le contraste, on va considérer, donc on va dire d'abord que lorsqu'un faisceau traverse une même épaisseur X de deux milieux, 1 et 2, dont les coefficients d'atténuation linéiques sont μ1 et μ2, les intensités transmises, elles seront réduites selon la loi d'atténuation. On écrit I1 égale à I0 exponentielle moins μ1x et I2 c'est I0 exponentielle moins μ2x. Pour les rayons X, l'intensité I, elle se définit par I égale à X sur T. X c'est l'exposition, T c'est le temps. Diviser l'exposition par le temps, ça revient à faire le débit d'exposition. Ce débit d'exposition, il s'exprime donc en röntgen par seconde. Le contraste de l'image radiante, il se définit par C égale I2 moins I1 sur I2 plus I1. On va faire des approximations. On va partir du fait que lorsque mu fois x, c'est-à-dire mu1x ou bien mu2x, est très faible devant 1, donc on peut approximer exponentielle moins mu x par 1 moins mu x. Et donc, écrire I1, ça devient I0 par 1 moins mu1x, et I2, ça devient I0 par 1 moins mu2x. On remplace donc I1 et I2 dans la relation de C, et on aboutit à environ mu1 moins mu2 fois x sur 2 moins mu1 plus mu2, le tout multiplié par x. On utilise toujours cette approximation mu fois x qui est très faible devant 1, c'est-à-dire mu1x inférieur à 1, mu2x inférieur à 1. On va faire la somme de ces deux inégalités membre à membre, c'est-à-dire mu1x plus mu2x, très faible devant 1 plus 1, ce qui revient à dire mu1 plus mu2 fois x, très faible devant 2. On remplace aussi ça dans la relation de C et on arrive à environ 1 demi mu1 moins mu2 fois x. Ce contraste, il est toujours inférieur à 1. Conséquence d'une irradiation au niveau cellulaire, on commence par la mort cellulaire. L'irradiation, elle est utilisée pour le traitement des tumeurs cancéreuses et elle est définie par 3 paramètres indépendants. Le premier paramètre, c'est la dose totale D. Le deuxième, c'est le nombre de séances M. On peut donc déduire la dose par séance, qui est donc D sur M, la dose totale divisée par le nombre de séances. Et le troisième paramètre, qui est la durée totale du traitement T.
L'intervalle moyen entre les séances, il est défini par I égale à T sur N-1. Pour expliquer cette relation, prenons un exemple. Par exemple, on a la durée totale des séances, c'est 40 minutes, et le nombre de séances, c'est 5. Donc I, ce sera T sur N-1. On va appliquer la relation et voir si c'est correct. Alors, on trouve 10 minutes sur la figure, effectivement. S1, c'est la séance 1, S2, S3, S4 et S5. Nous avons donc 4 intervalles de temps, donc 5 moins 1, c'est égal à 4. 40 divisé par 4, ça donne 10 minutes. Maintenant, après des doses de quelques milliers de degrés, on commence à observer la mort de certaines cellules. Relation entre taux de survie et dose. La courbe de survie. Survivre, c'est ne pas mourir. Quand on reçoit une dose, quand le tissu reçoit une dose, il y a des cellules qui vont mourir et des cellules qui vont survivre. Et on va calculer ce taux de survie. La courbe de survie, elle représente la variation de la fraction S. S ici, c'est la survie, ce n'est pas les séances. Donc, elle représente la variation de la fréquence de la fraction S des cellules survivantes dans une population cellulaire en fonction de la dose. On définit S égale à N sur N0. N0, c'est le nombre initial des cellules. Par exemple, une tumeur qui contient par exemple 50 cellules. N0, c'est le nombre initial, c'est égal à 50. Et N, c'est le nombre de cellules qui vont survivre après une dose D. Une fois qu'on aura irradié la cellule avec une dose D, il y aura des cellules survivantes et le nombre de ces cellules survivantes, on l'appellera N. Et S, donc, ce sera N sur N0. On va parler de la courbe de survie exponentielle. Alors, elle est définie par S égale à N sur N0 exponentielle. C'est égal à exponentielle moins D sur D0. Parce que la courbe de la survie, S, elle est donc représentée par certaines courbes, dont la courbe de survie exponentielle. C'est une relation mathématique toute simple. On va appeler 1 sur moins 1 sur D, plutôt 1 sur D0, on va l'appeler K, coefficient K. Et donc, la S, ça devient exponentielle moins K fois D. On introduit le logarithme. D'abord, avant d'introduire le logarithme, on va définir par D indice 0, c'est-à-dire D37, la dose qui laisse survivante 37% des cellules. Elle définit la radiosensibilité des cellules, c'est-à-dire par définition, la radiosensibilité des cellules, c'est D0. Maintenant, on va introduire le logarithme népérien sur la relation n égale à n0, ce qui est égal à exponentielle moins k fois d. On obtient ln n sur n0, c'est égal à moins k fois d. C'est une relation qui a la forme y égale à x. Avec y, c'est égal à ln sur n0, x c'est égal à d et a c'est égal à moins k. Le graphe qui correspondra à cette courbe-là, ce sera une droite qui passe par l'origine. ln n sur n0 en ordonnée et d en gris, ce sera en abscisse. On va sur la figure d n demi qui correspond à ln n demi. C'est quoi d n demi? C'est la dose qui réduit de moitié la population des cellules. On arrive avec 130 cellules par exemple. Quelle est la dose qu'il faut pour obtenir à la fin 15 cellules survivantes et 15 cellules mortes, donc 50% de réduction du nombre de cellules. Alors, ce type de courbe, il est fréquemment rencontré dans les populations virales et bactériennes. Et D0 maintenant sur la figure, ça correspond à ln 1 sur E, D37. Maintenant, la courbe avec épaulement ou bien courbe sigmoïde, dans ce type de courbe-là, ce type de courbe plutôt est définie par S égale à N sur N0. Ça s'écrit N exponentielle moins D sur D0. Tout à l'heure, c'était exponentielle moins D sur D0. Maintenant, c'est N exponentielle moins D sur D0 pour la courbe sigmoïde. On fait la même chose, on introduit le logarithme népérien. Et on obtient une équation de la forme y égale à ax plus b. Alors, avec y, c'est égal à ln n sur n0, x, c'est égal à d, a, c'est égal à moins k, c'est-à-dire le coefficient moins k, c'est-à-dire moins 1 sur d0, et b, c'est ln n. On trace cette courbe, ln n sur n0, et en fonction de d, c'est une droite, on voit bien c'est une droite, elle arrive jusqu'à ln n parce que lorsque d est égal à 0,
Y, c'est égal à LMN. Et là, on fait l'épaulement pour parvenir. Donc, on trace la droite et au niveau de la dose D égale à 0, en arrivant sur la ligne l'axe des abscisses, on fait donc un épaulement, on fait joindre la droite jusqu'à parvenir jusqu'à l'origine. C'est pour cela qu'on appelle une courbe avec épaulement. N, on appelle ça le nombre d'extrapolation. Ce type de courbe, il est rencontré lors de l'irradiation des cellules des mammifères. Il existe d'autres types de courbes de survie, telles que les courbes cassées, les courbes sans partie rectiligne, il y a beaucoup d'autres courbes. Alors, le modèle cellulaire, on va étudier le modèle avec une seule cible létale. Pour expliquer ça, on va d'abord dire que dans ce modèle, chaque cellule, elle contient une seule structure sensible, dite cible ou bien cible létale, dont l'atteinte aléatoire par le rayonnement entraîne la mort de la cellule. Et ce modèle, il correspond à la courbe de survie exponentielle. Donc ça dépendra des populations de cellules cancéreuses. Il y a des cellules particulières qui contiennent, chaque cellule, elle contient un point sensible. Ce point sensible-là, on l'appelle une cible létale, c'est la cible mortelle. C'est-à-dire, si le rayonnement atteint cette cible-là, la cellule, elle est morte. À ce moment-là, on utilise la courbe de survie exponentielle pour exprimer le nombre de cellules survivantes. Donc la cible létale, c'est la cible mortelle, dont l'atteinte entraîne la mort de la cellule. Il y a aussi le modèle avec N cibles sublétales. Sublétale, c'est demi-létale, c'est-à-dire à moitié mortelle. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, pour la cible létale, la cellule, elle contient un point sensible. Là, ce sera plusieurs points sensibles, N points sensibles, donc qui correspond aux courbes de survie. D'abord, il correspond aux courbes de survie avec épaulement. Et ce modèle, il suppose que chaque cellule contient N cibles et que sa mort résulte de l'atteinte de la totalité des N cibles appelées cibles sublétales. Dans le modèle avec une seule cible, atteindre la cible, c'est détruire la cellule. Dans ce modèle-là, c'est pour cela qu'on dit sublétal. Dans ce modèle-là, nous avons par exemple dans une cellule, il y a 3 points sensibles à atteindre. Si on atteint les 3 points sensibles, on détruit la cellule. Si on n'atteint pas les 3 points sensibles, qu'on appelle des cibles sublétales, la cellule n'est pas détruite, n'est pas morte. Et ce modèle-là, on utilise avec les courbes avec épaulement. C'est normal, il y a le nombre n et là, c'est n le nombre de points sensibles. Maintenant, le modèle a 2 composantes. Ça peut être les deux. Alors à ce moment-là, dans ce cas, la cellule, elle contient à la fois une cible létale et une cible sublétale. Et la mort cellulaire peut résulter de l'un des 2 mécanismes précédents. Dans ce cas-là, S, elle s'écrit avant de donner la forme de S. Donc, il y a la cellule avec une seule cible létale. Détruire cette cible, c'est détruire la cellule. Il y a une cellule avec, par exemple, 3 cibles létales, sublétales. Si ça dépasse N, on utilise le terme sub. Et alors, détruire les 3 cibles sublétales, c'est détruire la cellule. Il y a maintenant des cellules avec composés. Nous avons dans la cellule une partie qui contient une cible létale et de l'autre côté, nous avons plusieurs cibles sublétales. Donc, détruire la cellule, ça revient, la mort de la cellule, elle peut résulter de l'un des 2 mécanismes précédents. C'est-à-dire, on peut détruire la cible sublétale, létale plutôt, et on peut détruire toutes les cibles sublétales pour venir à bout de cette cellule cancéreuse. La survie dans le cas du modèle à 2 composantes, elle s'écrit S égale à N sur N0, c'est égal à exponentielle moins alpha D plus bêta D au carré. Alpha D, c'est le terme linéaire qui domine aux faibles doses. Bêta D au carré, c'est le terme quadratique qui domine aux fortes doses. Quadratique, c'est parce qu'il y a le carré. Il domine aux fortes doses parce que si on prend une dose D élevée, et donc quand on élève au carré cette dose, alors D au carré, ce sera plus élevé que D. Pourquoi le terme linéaire, il domine aux faibles doses? Si on prend une faible dose, par exemple D égale à 0,5 G, alors D au carré, ce sera plus faible que D. 0,5 au carré, c'est plus faible que 0,5. Alpha sur bêta est appelé indice de susceptibilité relative. Parlons maintenant de la restauration cellulaire, c'est-à-dire lorsqu'une cellule se restaure ou bien se reconstitue. Eh bien, les atteintes cellulaires, elles sont réparables en quelques heures, tant que la cellule n'est pas tuée, c'est-à-dire atteinte sur ses N cibles. Donc, venir à bout d'une cellule cancéreuse, c'est l'atteindre sur toutes ses cibles. Sinon, cette cellule cancéreuse, elle se reconstitue.
Maintenant, si on a une population de cellules cancéreuses à laquelle on délivre une dose D1 et qui réduit, donc cette dose D1 réduit donc la survie à S1 et qu'on répète l'opération M fois à des intervalles supérieurs à quelques heures. La survie finale, elle s'écrit S égale S1 à la puissance M, c'est-à-dire la première survie qu'on élève à la puissance M pour avoir la survie finale. Et la dose totale, puisqu'on a pris une dose D1 qu'on l'a répétée M fois, donc elle va s'écrire D, c'est égal à M fois D1. Prenons le cas de 3 séances, M égale à 3, pour vérifier cette relation de la survie. Alors, la séance 1, on va passer de N0 jusqu'à N1. Le nombre de cellules initiales, c'est N0. Le nombre de cellules survivantes, ce sera N1 et S1. Donc, ça s'écrira N1 sur N0 exponentielle moins alpha D1 plus bêta D1 carré. La deuxième séance, puisque le nombre de cellules initiales, ça devient N1. Ce sont les survivantes de la première séance et le nombre de cellules survivantes, ce sera N2. S2, ce sera N2 sur N0, c'est-à-dire exponentielle moins alpha D1 plus bêta D1 carré, puisque c'est la même dose. D1, elle est répétée à chaque fois. La troisième séance de N2 jusqu'à N3, et on écrit de la même façon. S3, c'est N3 sur N2 exponentielle moins alpha D1 plus bêta D1 carré. Maintenant, la survie totale. On est passé de N0 jusqu'à N3, puisqu'on est passé de N0 jusqu'à N1, puis de N1 jusqu'à N2, puis de N2 jusqu'à N3. Donc au total, on est passé de N0 jusqu'à N3, et donc la survie, ce sera N3 sur N0. Mathématiquement maintenant parlant, un simple calcul mathématique, N3 sur N0, c'est en fait N3 sur N2, par N2 sur N1, par N1 sur N0. On multiplie, on divise par la même chose. N3 sur N2, c'est S3. N2 sur N1, c'est S2, et N1 sur N0, c'est S1. Et donc, S, ce sera S1 par S2 par S3, c'est-à-dire exponentielle moins alpha D1 plus bêta D1 au carré, le tout au cube, c'est-à-dire S1 puissance 3. Donc, la formule, elle est confirmée. Maintenant, la dose totale, elle est d'autant plus efficace lorsque l'irradiation est fractionnée plutôt qu'elle ne soit délivrée en une seule séance, d'autant plus que chaque organe possède sa propre dose de tolérance au-dessus de laquelle on voit apparaître des lésions irréversibles. En effet, par exemple, si on doit délivrer une dose de 30 degrés à un patient, plutôt que de la lui délivrer en une seule séance et dire on va le débarrasser, on va lui donner 30 degrés, il vaut mieux donner par exemple 10 degrés 6 fois. Donc ça revient à dire 60 degrés. Bien sûr, il y a un calcul qui décide du nombre de séances, mais juste un exemple, plutôt que de donner 30 degrés en une seule séance, mieux vaut donner 10 degrés en 6 séances, ce qui donne une dose totale de 60 degrés. C'est mieux que de la donner en une seule séance parce que les 30 degrés, c'est plus fort que les 10 degrés. Et donc, parce que si on dépasse un certain seuil, parce qu'à chaque fois, le malade, quand il reçoit une certaine dose, il y a ce qu'on appelle la tolérance. À certains moments, il ne peut plus tolérer. Il y a des doses irréversibles, des doses qui sont vraiment dangereuses, qu'il ne faut pas dépasser. Et donc, mieux vaut aller doucement. Aussi, au passage, on va dire une cellule, elle est considérée survivante si sa descendance atteint la 5e génération. C'est-à-dire venir à bout d'une cellule, c'est venir à bout de toutes ces générations, sinon elle va se reconstituer.